Vous écoutez Les aventures fantastiques d'Eva et Tim, tome 4. Un livre écrit par Maude Patrinsky-Bernard et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Chapitre 1. Nouveau monde. Ava, Tim et Gaïariel sont en route pour l'univers des elfes depuis plusieurs heures. Le voyage semble interminable, il est éprouvant et épuisant pour les enfants. Leurs jeunes ailes sont fatiguées de battre. Gaïariel, qui est très empathique, ressent leur état. Il tente de les distraire et les invite à contempler les différents paysages qui se présentent à eux au cours de la longue traversée. Plus ils se rapprochent du peuple elfique, plus la nature dévoile toute sa splendeur, imprévisible et sublime, dotée de nombreuses couleurs et de parfums qui enivrent les sens. Des arbres majestueux se dressent comme des gardiens silencieux, tandis que les montagnes s'élèvent fièrement au loin. Leur périple les conduit ensuite à travers une dense forêt tropicale. Là, les arbres sont gigantesques et se hissent toujours plus haut dans le ciel. Eva et Tim trouvent que cet endroit ressemble au parc national Pacific Rim, avec ses tuyas géants. Les lianes qui tombent sur le sol s'entrelacent et forment divers sentiers naturels. La luminosité aussi a changé. Les rayons du soleil irradient davantage par ici, révélant certains détails des feuilles qu'on ne voit que lorsque la lumière passe au travers. L'humidité est plus grande, plus intense, à tel point que les enfants se sentent moites et collants. Cette fois-ci, elle rappelle le climat de l'univers des Atlantes. Ils observent l'écosystème suivre son cours avec attention, dans un silence respectueux. Ils entendent alors le chant des oiseaux exotiques qui résonnent parmi les feuilles. Enfin, après un certain temps, ils atteignent la limite du monde des elfes. Gaïariel leur annonce par la pensée. « Nous sommes bientôt arrivés. Regardez cet arbre, juste là. Vous le voyez ?» indique-t-il tout en pointant son doigt dans une direction. Il marque l'entrée du territoire elfique. En le dépassant, il se peut que vous ressentiez des fourmillements dans l'ensemble de votre corps. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout autour du territoire se trouve une barrière de protection qui avertit leur peuple lorsque quelqu'un pénètre dans leur forêt. De son côté, Eva se dit « Ce n'est pas trop tôt », tant elle est à bout de force. Pour Tim, c'est autre chose. Le désir de rencontrer les elfes surpasse toujours la fatigue qu'il éprouve. Il a hâte de découvrir cette tribu dont il a tellement rêvé. La simple idée de savoir qu'ils sont tout près lui redonne juste ce qu'il faut de force pour tenir jusqu'au bout. Il ne veut pas en perdre une miette. Aussi, il ouvre grand les yeux et perçoit qu'une magnifique cascade se déverse dans une rivière. Un peu plus loin, il constate qu'un pont est présent, construit en bois et jonché de lianes. Plus il avance à travers cet univers elfique, et plus son excitation augmente. Quelquefois, les chants des oiseaux sont couverts par des murmures enchanteurs, ce qui ne manque pas d'éveiller sa curiosité. « D'où viennent ces bruits, à ton avis ?» demande-t-il à Ava par la pensée. « Aucune idée, mais je me sens sereine, » répond-elle. Après avoir dépassé l'arbre, le trio est rejoint par plusieurs libellules qui s'amusent à virevolter entre chacun d'entre eux. Par moments, elles redescendent plus près de l'eau et créent de fines ondulations ravissantes à la surface de l'étendue. Le monde des elfes est vibrant et plein de vie. Plus le petit groupe avance, plus il observe de jeunes personnages aux oreilles pointues se déplacer en se balançant d'une branche à l'autre, tels de vrais singes. Tim et Ava sont émerveillés et espèrent pouvoir les imiter très bientôt. Tim ne peut s'empêcher d'annoncer par télépathie. « J'ai hâte de découvrir quelles aventures nous attendent dans ce royaume magique. » Alors qu'ils se rapprochent du village elfique, le trio ressent une brise qui caresse leur visage. Celle-ci est suivie d'un phénomène extraordinaire pour les deux jeunes humains. Ils sont soudainement plongés dans l'ombre d'une créature gigantesque qui plane juste au-dessus d'eux. « Ava, regarde, c'est un dragon !» s'exclame Tim avec des yeux ébahis. « Il est immense », ajoute-t-il, totalement subjugué par ce qu'il voit. Celui-ci est majestueux et son corps impose le respect. Il est recouvert d'une quantité infinie d'écailles lisses. Elles sont d'un vert profond
qui rappelle les nuances de couleurs de la nature qui les entoure. Il inspire à la fois la crainte et l'émerveillement, comme tous ceux de son espèce. Ava et Tim l'admirent avec fascination. Gaïariel s'assure que les deux curieux ne se cognent pas contre un arbre à force de regarder en l'air, plutôt que droit devant eux. N'oubliez pas de regarder devant vous aussi. Je ne voudrais pas que vous arriviez complètement ratatinés. Les ailes du dragon sont totalement déployées et battent doucement, comme si le temps et l'espace n'avaient aucune importance pour lui. Leurs membranes sont translucides et laissent filtrer la lumière du soleil. Alors qu'Eva et Tim ne s'y attendent pas, les yeux de la créature se posent sur eux. Ils sont perçants, d'un vert soutenu et profond, tachetés d'une pointe de jaune et d'un peu de brun. Puis la bête tourne la tête et émet un puissant rugissement. Son cri résonne à travers les arbres, tel un écho sans fin. Il avertit les elfes que nous sommes arrivés, annonce Gaïariel. Regardez en bas, ils se rassemblent pour nous accueillir. Les autres sortent des quatre coins de la forêt et sont rejoints par le dragon. Il vient se poser aux côtés du chef Calion, qui se tient debout et fier comme à son habitude. Certains enfants elfiques s'aventurent à grimper sur le dos de la créature, utilisant ses écailles telles des prises d'escalade. Regarde, on dirait qu'ils essaient de monter le plus haut possible, dit Ava à Tim par télépathie. Oui, c'est drôle. Tu as vu comme ils sont à l'aise? Ajoute Tim. Je pense qu'ils ont l'habitude de sa présence, et il ne les effraie pas du tout. Il est un peu comme Nola avec nous, poursuit Eva, amusée par la scène qui se déroule devant leurs yeux. Chapitre 2. Le passage d'elle. Gaïariel et les enfants s'avancent et atterrissent auprès du chef des elfes. « Bonjour, Calion !» s'exclame la fée. « Bonjour, Gaïariel. Bienvenue, Ava et Tim. Bienvenue dans notre repère de paix et de quiétude. J'espère que vous avez fait bonne route, dit Calion sur un ton solennel. Eva et Tim lui sourient timidement. Ils ont envie de répondre, mais aucun mot ne sort de leur bouche. Ils sont totalement émerveillés et intimidés par la prestance du chef. Maintenant qu'ils sont arrivés à bon port, Gaïariel extrait de la poussière de transformation orange de son petit sac. Il la souffle sur les jeunes humains afin qu'ils reprennent leur taille d'origine. Aussitôt, leurs ailes disparaissent. Durant quelques minutes, Eva et Tim sont désorientés. Ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Ces derniers jours, ils se sont habitués à elle et leur absence leur laisse une sensation très désagréable. Tous les deux se regardent, complètement perdus et déboussolés. De leur côté, les elfes ainsi que Gaïariel perçoivent leur malaise. La fée tente alors de les rassurer. « Votre ressenti est tout à fait normal, mais ne vous inquiétez pas. Bientôt, vous n'y penserez plus. » Oui, Gaïariel a raison, surtout lorsque vous monterez sur un dragon et volerez à ses côtés, ajoute Calion. Ma mission est accomplie. Il est temps pour moi de vous laisser entre les mains du peuple elfique. J'ai été honoré de vous rencontrer et de vous transmettre mes connaissances, afin que vous puissiez contrôler l'élément de la terre. Nous nous reverrons très vite, s'exclame Gaïariel avant de se tourner vers Calion. Ce sont des êtres exceptionnels. Je suis certain qu'ils sauront vous surprendre. Ayez confiance en Varda. Ils ont appris rapidement la maîtrise des éléments. Il ne reste plus qu'une seule étape pour qu'ils soient fin prêts pour la bataille contre les voyageurs. Elle m'a chargé de vous dire également qu'ils approchent. La rencontre est pour bientôt. Calion le salue et le gratifie d'un signe de tête. Puis il annonce sur un ton empli de sagesse. « Merci de les avoir menés jusqu'à nous. Mon peuple saura les traiter avec bienveillance. Tu peux partir sans crainte. Nous nous occuperons bien de ces deux jeunes sorciers. Transmets mes salutations à ta souveraine. Je te souhaite un bon retour parmi les tiens. Et si ce que Varda a dit s'avère juste, nous nous reverrons vite. Voici de quoi récupérer tes forces pour ton périple, dit-il, en faisant signe à d'autres elfes de lui donner des baies et des noix. Gaïariel le remercie à son tour, puis s'approche d'Ava et Tim pour les serrer dans ses bras avant de reprendre son envol.
Il disparaît rapidement entre les rayons du soleil. Les enfants sont un peu perdus. Ils ont vécu un séjour de rêve auprès des fées et savent qu'ils vont devoir s'adapter à une nouvelle tribu, mais à peine Gaïariel reparti, Calion prend la parole. « Bien, j'imagine que vous devez être exténué après ce long périple. Aldaron, qui se tient à mes côtés, va vous montrer où vous pourrez vous détendre. On se retrouve juste après, » explique Calion, qui se doute que le voyage et leur transformation ont épuisé Ava et Tim. Leur corps a besoin de repos s'ils veulent pouvoir voler avec les dragons. Sans un mot, les enfants suivent Aldaron. Ce dernier les emmène vers un escalier construit tout autour d'un tronc d'arbre. Celui-ci ne semble pas avoir de fin. Il monte toujours plus haut. Après plusieurs minutes, ils arrivent enfin au niveau d'une passerelle qui en dessert plusieurs autres. Au bout de chacune d'elles, des cabanes sont dressées à l'extrémité des branches les plus robustes. D'ici, la vue sur la forêt est à couper le souffle. À travers le feuillage, Ava et Tim parviennent à observer une immense étendue d'eau si grande qu'il leur est impossible de déterminer s'il s'agit d'un lac, d'une mer ou d'un océan. En constatant la quantité de cahutes, ils comprennent rapidement que le village des elfes est en réalité perché dans les arbres et non sur la terre ferme comme ils se l'imaginaient. « Je n'aurais jamais deviné que vous habitiez dans les arbres », s'exclame Tim en regardant Aldaron. « Ah oui? Où pensais-tu que nous demeurions ?» demande-t-il, étonné par la réflexion de Tim. « Dans de somptueux châteaux faits de pierres blanches, entourés de nombreuses cascades d'eau, » annonce le jeune garçon curieux de découvrir la véritable manière dont vit ce peuple. Étrange. Nos amis, les nains, eux, adorent la roche, les gros cailloux et tout ce qui nécessite de la force. Ils sont capables de créer de luxueuses bâtisses, plus majestueuses les unes que les autres, des haches ou encore des épées à l'aide de leurs outils et de leur robustesse. Ne vous fiez pas à leur apparence. Ils sont petits, mais puissants et rigoureux. En ce qui nous concerne, nous préférons manier le bois que nous pouvons travailler avec douceur et délicatesse. Il est plus souple et facile à transformer. De plus, nous n'aimons pas agir avec brutalité. Aussi, l'écorce des arbres, les branches mortes et les lianes sont très légères, mais une fois assemblées et remaniées, elles nous offrent des structures et des bases solides qui peuvent résister au vent, à la pluie et aux intempéries. Ainsi, nous pouvons confectionner des plateformes sécuritaires, explique Aldaron en s'arrêtant un instant pour contempler la vue. Observez comme tout rayonne lorsque chacun agit en harmonie avec l'environnement dans lequel il évolue. Ici, vous êtes dans un havre de paix. Et, juste là, se trouve votre loge, dit-il en se retournant pour désigner une cabane située à leur droite, au bout de la passerelle. Vous pouvez y déposer vos affaires et vous étendre un moment. Vous en avez certainement besoin. Je dois repartir voir Calion. On se retrouve plus tard, poursuit l'elfe. Merci, dit Ava qui a du mal à se retenir de bâiller depuis leur arrivée. Aldaron leur fait un signe de tête, puis s'éloigne en empruntant un autre chemin. Ava et Tim entrent dans l'endroit que l'elfe leur a indiqué. Ils découvrent uniquement des sortes de tapis, faits de bois tissé, sur le sol. Je pense que ce sont nos lits. Je sens que ça va être difficile de se détendre. Vivement que l'on retrouve notre nid de douillet, s'exclame Tim, à qui le confort de son foyer manque de plus en plus. Oui, mais regarde la vue. Elle est magnifique. Et puis tu as toujours rêvé de dormir dans les arbres. Et là, ce n'est pas rien. C'est aux côtés de créatures elfiques, dit Ava qui tente de redonner le sourire à son frère. Tu n'as peut-être pas sommeil, mais moi je suis exténuée. Je serai capable de me reposer n'importe où, poursuit-elle en se couchant. Tim, qui est également à bout de force, ne tarde pas à faire comme elle. La fatigue est plus forte que la crainte de dormir sur un sol dur. Il se sert de son sac à dos comme oreiller. À peine pose-t-il sa tête qu'il tombe dans les bras de Morphée. Chapitre 3. À l'aveugle. Tandis que du côté des elfes les enfants se reposent, c'est une histoire bien différente qui se déroule pour deux coups à pic. Ils poursuivent leur quête afin de trouver des alliés auprès du peuple dans lequel ils ont été envoyés.
les Lumina. Après avoir traversé la spectrolite chez les lutins, ils se situent désormais de l'autre côté du portail, dans l'obscurité la plus totale. Comme quand on ferme les yeux et qu'on ne voit plus rien tout autour de nous. Pour compenser leur absence de vision, ils tentent de développer rapidement une sensibilité accrue à leur environnement. Ils utilisent alors leur audition pour détecter les changements de son. « Eh oh !» s'exclame l'un des deux. Sa voix se répète durant plusieurs secondes, comme le font les ricochets sur un lac. Il réitère l'opération à plusieurs reprises. Plus il se concentre, plus il capte les échos qui se répercutent sur les parois autour d'eux. Ils arrivent également à entendre des gouttes d'eau qui tombent, puis ruissellent sur de la roche. Cela leur permet de se faire une idée de la topographie de l'endroit où ils ont atterri. Tout ce qu'ils savent, pour l'instant, c'est qu'ils sont certainement dans une grotte. Atimelo leur a bien expliqué comment ces créatures vivent recluses depuis toutes ces années. Ils ne veulent pas perdre de temps. Ainsi, à peine ont-ils franchi cette frontière mystique qu'ils se mettent à avancer. L'un d'eux agit comme éclaireur. Il chemine, avec prudence, un pas à la fois, tout en bougeant ses bras en avant et sur les côtés pour déterminer la place qu'ils ont autour d'eux. Celui qui suit le premier tient d'une main le vêtement de son compagnon, afin qu'il ne se rentre pas dedans, et se sert de l'autre pour délimiter la zone qui l'entoure. Dans l'obscurité profonde de la cavité, seul leur tatouage lumineux leur apporte un minimum de clarté, qu'ils ne peuvent malheureusement pas utiliser comme guide. En effet, leur tatouage projette une lueur discrète, douce et phosphorescente. Tels de nouveaux aveugles, la progression est donc lente et prudente. Plus ils s'enfoncent dans l'antre, plus leurs sens sont en éveil. Privés de la vue, ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance à leur ouïe qui s'affûte au fur et à mesure de leur avancée. Leur adaptation fait partie de leur talent. Leurs pas résonnent doucement sur le sol dur et humide, tandis que des gouttes d'eau perlent et tombent, créant un léger écho. Ils se fient également à leur sens du toucher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.